Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce merveilleux site à Orange Innovation, donc on appelle Orange Gardens. Pour les personnes qui sont à distance, je vous souhaite également la bienvenue. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir à quel point ce site est très sympa et pourtant il y a plein de places encore dans l'auditorium, donc vous auriez dû faire le déplacement. Je suis Marie Larsonneau, je suis en charge des partenariats à l'AFMD, donc l'Association française des managers de la diversité. Qui ne connaît pas l'AFMD dans cette salle Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour parler donc d'un sujet autour de l'innovation inclusive. On va tenter de répondre à une question simple qui est: l'innovation peut-elle exclure ? La réponse, elle aussi, est simple, c'est parce que c'est oui. Et si vous n'en êtes pas encore tout à fait convaincu, eh bien, vous avez là un superbe ouvrage qui est donc déjà entre les mains de pas mal de personnes dans cette salle, mais qui est également disponible en ligne sur le site de l'AFMD. Si j'ai bien fait mon travail, vous avez reçu déjà le lien pour pouvoir le retrouver, et puis il est également dans la DocuTech. Donc n'hésitez pas à le retrouver sur le site de l'AFMD. Pourquoi la réponse est oui? En tout cas, nous, on s'est posé la question avec Estelle Perrard. Fallait-il innover avec? Fallait-il innover pour? En tout cas, l'innovation, si elle est inclusive, va pouvoir bénéficier à l'organisation et notamment accélérer la transformation des organisations. Donc c'est un ouvrage qui va surtout vous dire aussi pourquoi l'innovation peut exclure et pourquoi l'innovation devrait ou doit inclure. Il va aussi vous dire comment est-ce que justement on peut faire de l'innovation une innovation inclusive. C'est un ouvrage qui, vous allez le voir, est aussi riche d'enseignements. Il présente des outils pratiques qui seront, je le pense, à mettre entre toutes les mains des responsables de diversité, inclusion dans les organisations, entreprises comme prestataires, et puis aussi entre les mains de tous les concepteurs, toutes les personnes en charge de concevoir, de designer, de commercialiser des produits ou des services. Ensemble, nous aurons également ce matin donc, la chance d'avoir des retours d'expérience de professionnels du design, de l'innovation, issus de 3 entreprises de secteurs différents. Ils nous permettront justement d'explorer comment est-ce que l'innovation peut être inclusive, comment la conception universelle peut aussi devenir un pilier fondamental des démarches d'innovation des entreprises. Nous avons donc pour les personnes aussi sur place une superbe animation avec des stands qui vous permettront donc de prendre en main les différents outils qui vont être présentés. Ça vous permettra également de passer à l'action. Ça ne veut pas dire que pour les personnes à distance, il ne faudra pas passer à l'action également. Pour vous accueillir en bonne et due forme, je vais demander à Delphine Pouponneau, qui est donc la coprésidente de l'AFMD, mais également la directrice diversité et inclusion et QVCT du groupe Orange, de venir sur scène, me rejoindre. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de votre présence en ligne et puis en présentiel. Ravie d'ouvrir cette matinée organisée par l'AFMD sur l'innovation inclusive. C'est pour nous un sujet primordial. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, rappeler ce que c'est que l'AFMD, donc l'Association française des managers de la diversité. C'est une association qui a été créée il y a bien longtemps maintenant et qui est une association d'intérêt général et qui vise vraiment à favoriser l'inclusion au sein des entreprises et à prévenir toute forme de discrimination. C'est un collectif d'entraide, d'échange, d'un laboratoire d'idées qui représente maintenant plus de 180 organisations. Alors bien sûr des entreprises, mais aussi des collectivités, des grandes écoles, des universités, des associations. Et c'est pour nous un véritable terreau aussi d'innovation. L'ADN de l'AFMD, c'est vraiment de travailler aussi avec la recherche, le monde académique et faire en sorte que les travaux des chercheurs soient le plus accessibles possible et donc un vrai effort de vulgarisation, d'où ce magnifique ouvrage qui vient de sortir. Alors pourquoi parler innovation inclusive Je pense que les JO ont été une très belle démonstration et notamment les Jeux paralympiques de toute la puissance et tout le talent de nos athlètes et à quel point l'inclusion devait être au cœur de nos préoccupations pour justement lutter contre toute forme d'inégalité. Et l'idée, c'est vraiment, si on veut faire une société plus juste, mais on est persuadé aussi qu'il y a un intérêt fondamental pour
en termes de compétitivité, en termes de différenciation et aussi en termes de croissance durable pour les entreprises et la société, eh ben de faire de l'innovation inclusive et dès le début de la conception, de prendre en compte à la fois les besoins et la voix des personnes sous-représentées pour pouvoir produire des services, des outils qui soient accessibles au plus grand nombre et qui profitent à tous, et ainsi pouvoir avoir vraiment une société à la fois plus juste et plus responsable. Donc c'est pour nous assez fondamental. Aujourd'hui, on est sur le site d'Orange Innovation, hein, un site qui regroupe une grande partie des équipes innovation d'Orange. On a au sein d'Orange des équipes dédiées sur l'accessibilité, sur la conception universelle, parce qu'on le sait aussi, on est dans un monde très connecté, très digitalisé, et pour nous, il est important de faire de l'innovation inclusive et du digital inclusive une de nos priorités. Orange est investi aussi depuis de nombreuses années sur la diversité et l'inclusion, et donc l'idée, c'est aujourd'hui que ces sujets-là ne soient pas uniquement portés par les directeurs diversité ou les chargés de mission handicap, mais vraiment que l'ensemble de nos équipes, que ce soit les designers, les concepteurs, les chefs de produits, prennent en compte ces sujets-là et l'embarquent dans les phases de conception et d'idéation. Et pour nous, c'est indispensable, et on parle de D&I by design, mais c'est bien ça, on parle d'éco-conception pour la partie environnementale. Je pense qu'il faut effectivement que ces sujets-là soient ancrés aussi dans les processus de conception et de développement. Donc voilà, c'est une très belle journée. On avait effectivement créé en 2023 le prix de la thèse à la FMD. C'était l'occasion effectivement de mettre en visibilité les travaux de recherche qui nous semblaient très pertinents. C'est à cette occasion qu'on a rencontré Estelle Perrard. Et donc c'est pour nous un honneur de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous présente son ouvrage et que cette matinée nous soit inspirante. Donc un grand merci à vous toutes et tous d'être là parmi nous, et j'espère que cette matinée sera inspirante et enrichissante pour chacun d'entre vous. Merci Delphine. Effectivement, pour venir nous parler de cet ouvrage, Innover avec, innover pour l'innovation inclusive au service de la transformation des organisations, je vais appeler Estelle Perrard, responsable du Tech Lab d'APF France Handicap, chercheur associé au Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique, également lauréate du prix de thèse de la FMD de 2023, ainsi que Tanguy Bizien, responsable des études de la FMD. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je prends des fiches pour ne pas oublier 2-3 choses. Bienvenue à toutes et tous sur ce site d'Orange, et bienvenue aux gens qui sont en ligne. Moi, je suis ravi d'être là pour vous présenter l'ouvrage qui sort aujourd'hui, qui est la porte d'entrée dans l'innovation inclusive. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, et par les ateliers qui vont arriver ensuite, d'essayer de s'approprier un tout petit peu de manière concrète les outils. Cette semaine, la Cour des comptes a publié un rapport sur l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Et donc, si les effectifs ont triplé depuis 2005, depuis la loi de 2005, on est passé de 150 000 à 430 000 élèves en situation de handicap, la Cour des comptes indique que le parcours des élèves et de leurs familles reste complexe. Et il y a 3 éléments un peu qui ressortent. Manque d'informations sur les solutions et les parcours, problème de fluidité des transitions entre milieux scolaires ordinaires et médico-sociaux, et difficultés d'orientation scolaire et d'insertion socio-professionnelle. Donc, ces difficultés de parcours, d'accessibilité et d'autonomie sont partagées par la plupart des personnes en situation de handicap. Et l'ouvrage que nous sortons aujourd'hui doit nous permettre d'ouvrir les yeux sur cette dimension un peu structurelle. Et donc pas uniquement changer de regard, parce que changer de regard, ça n'invite pas forcément à l'action, et le but du jeu, c'est de mettre les gens dans l'action et de regarder les problèmes tels qu'ils sont. Et je pense que l'innovation inclusive, c'est aussi la résolution des problèmes qui se posent, d'accord ? Et le design envisage des choses comme ça. Donc,
pour nous, vraiment, la matinée est orientée vers cette action, y compris pour les gens qui sont en ligne, puisque tout sera téléchargeable sur le site de la FMD, les outils, etc., pour animer et faire vivre l'ouvrage d'Estelle. Donc, j'aimerais revenir sur la genèse de la publication. Delphine en a dit un mot, mais effectivement, en 2023, la FMD a lancé son prix de recherche et Estelle a remporté le prix de thèse pour une thèse intitulée, je vais citer tout le titre quand même, L'innovation inclusive en pratique, fondation, apports et défis dans le domaine du handicap. Thèse de doctorat en sciences de gestion de l'Institut Polytechnique de Paris, soutenue en mars 2022. J'ai tout bon. D'accord. Donc, l'ouvrage qu'on sort est évidemment la vulgarisation de ce travail de thèse. Et mon travail à la FMD, c'est de vulgariser la recherche pour la rendre appropriable et pour modifier et impacter aussi les pratiques des professionnels qui travaillent dans les organisations. Et pour mettre aussi la diversité et l'inclusion au cœur des enjeux, notamment de management. Donc, l'objectif de l'ouvrage, qui sort aujourd'hui, c'est de vulgariser ces travaux de recherche et de favoriser le passage à l'action des acteurs de l'innovation et de l'inclusion. Je vous précise qu'en 2025, le prix de recherche va évoluer. On ne va pas faire un prix de thèse, mais on aimerait cofinancer un post-doctorat, une recherche en post-doctorat sur des sujets un peu innovants ou de pointe. Donc je lance un appel à tous les gens qui sont ici ou en ligne. Si vous avez des sujets un peu stratégiques, je suis tout à fait partant pour discuter avec vous, pour cofinancer ça, parce qu'on pense que c'est important de mobiliser des chercheurs sur des sujets de pointe pour faire avancer nos sujets et pour ouvrir aussi nos sujets à d'autres enjeux. Donc ça veut dire aussi qu'on est ouvert à toutes les disciplines, pas uniquement en sciences sociales ou sciences de gestion, mais économie, droit, comptabilité, peu importe. On est en tout cas ouvert à faire avancer de la recherche de ce côté-là. Donc, l'intérêt de... on revient à la slide d'avant. L'intérêt d'une telle publication, c'est de mêler innovation et inclusion. Et donc, l'idée, c'est effectivement que l'une n'aille pas sans l'autre. Et que à chaque début de processus d'innovation, il y ait des questions d'inclusion qui se posent. Donc, cette idée est importante car si l'inclusion intervenait comme un facteur clé de l'innovation, nos modes de perception et d'interaction en seraient affectés dans un sens qui, je le crois, permettrait de favoriser donc l'accessibilité, l'autonomie et les modes d'agir des personnes exclues, évidemment, puisque c'est le public cible, mais aussi de toutes les personnes qui vont bénéficier de l'innovation inclusive, puisque évidemment que l'enjeu, c'est l'inclusion pour toutes et tous, en partant de problématiques de personnes en situation de handicap. En réalité, il va y avoir un impact sur le monde professionnel et le monde social. Donc l'innovation inclusive, elle est ouverte et elle s'adresse à toutes et tous. Donc ça, c'est un enjeu qui est vraiment important. L'autre chose que ça permet aussi de développer des approches qui sont interactionnistes et systémiques. Et ça, on le défend dans le bouquin. Il y a toutes les disability studies qui existent depuis les années 80, même avant, les années 70. Et ces recherches sur les questions du handicap sont importantes parce que, évidemment, qu'il y a une importance de prendre en considération l'environnement et les situations et pas uniquement les individus. Et donc, ces environnements et ces situations, c'est ça aussi qui va générer de l'exclusion. Donc, en fait, c'est un enjeu systémique. Et donc, c'est pour éviter aussi de faire porter un poids sur des personnes qui ont des limitations cognitives, des limitations fonctionnelles, des limitations sociales, pour justement inclure. Et donc, ça, c'est une dimension qui est importante parce que cet enjeu systémique, il n'est pas simple à prendre en compte, mais je pense que le bouquin amène aussi à prendre en considération ces enjeux-là. En tout cas, sur la définition même du handicap, on ne peut pas définir le handicap sans les interactions et sans les situations en fait, qui entourent ces problématiques-là. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et puis le troisième enjeu que moi je vois par rapport au livre, c'est que ça permet d'orienter le management vers l'empowerment. Et donc de faire de la diversité et de l'inclusion un pilier managérial à part entière et non pas un axe managérial à part. Donc c'est vraiment un truc d'inclusion. Et pour penser en termes d'inclusion dès le départ, ça permet un tout petit peu d'ouvrir ces enjeux-là. Donc on peut me dire que c'est utopique, mais en réalité, c'est précisément les utopies qui font qu'on innove, on crée, etc. Donc si on n'imagine pas des futurs souhaitables ou désirables, on ne va pas pouvoir fonctionner. Donc c'est un peu aussi des espaces de projection qui existent et des espaces de discussion. Et finalement, je pense que le bouquin doit servir à ça au départ, de discuter entre nous, de savoir comment on peut améliorer ci ou ça en essayant de rêver un peu à des choses qui n'existent pas encore. C'est le principe même de l'innovation. Donc je pense que c'est aussi un accélérateur de discussion et de collectif, ce livre. Et les utopies ne partent pas, elles ne sont pas déliées du réel, elles partent toujours du réel, elles partent de considérations qui sont là et qui sont réelles. Et Estelle, elle, ce qu'elle a réussi à voir, et ce qu'elle nous fait voir et qui est vraiment intéressant, c'est effectivement que l'innovation exclut.
Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui sont exclues des produits et des services qu'on utilise tous les jours. Et donc, cette simple observation est extrêmement importante et c'est le point de départ du bouquin. Et je veux bien que tu puisses prendre la main pour nous présenter la suite. Oui, donc, donc moi j'ai démarré sur ce sujet-là en 2018, embauchée par APF France Handicap pour réaliser des recherches sur la participation des personnes en situation de handicap à l'innovation. C'était un sujet qui me parlait parce que d'abord j'avais rencontré le handicap un peu malgré moi quelques années avant, lors de la naissance de mon deuxième enfant. Et puis c'était un sujet qui me parlait aussi, cette participation des personnes concernées à l'innovation, parce que j'avais aussi créé une activité de création de supports pédagogiques pour des enfants qui ont un retard de langage. Et donc, je me suis lancée dans cette thèse avec APF France Handicap, directement sous la forme de recherche-action, après une première carrière dans l'industrie et dans le conseil, pour à la fois mettre en œuvre les conditions de participation des personnes en situation de handicap, mais aussi en étudier les tenants et les aboutissants. Et le constat de départ de cette thèse, c'est que les produits et les services créent de l'exclusion. Je ne veux accuser personne. Mais je vais donner quelques exemples. Quand dans les transports en commun, on ne peut pas circuler en fauteuil roulant, le service de mobilité crée de l'exclusion. De même, quand la signalétique n'est pas adaptée pour différents niveaux de perception, ou quand les arrêts ne sont pas annoncés dans le haut-parleur quand vous êtes dans le métro. Quand les emballages sont difficiles à ouvrir, nécessitent des instruments supplémentaires pour pouvoir être ouverts, on crée aussi de l'exclusion. Alors vous me direz, il y a des normes, et c'est un vrai sujet, des normes de conservation, etc. C'est un vrai sujet, mais qu'on peut adresser, on le verra tout à l'heure. Et il y a certainement quand même un moyen plus facile d'ouvrir ces choupes à choupes que de recourir à des ciseaux. Et puis, quand les interfaces numériques perdent une partie de la population, alors même qu'elles remplacent un certain nombre de services qui jusque-là se faisaient de personne à personne, on crée aussi de l'exclusion. Les chercheurs ont aussi donné un nom à ça en dehors du domaine du handicap. On crée de la surcharge cognitive, on crée du technostress. Le technostress, c'est le stress ressenti quand l'interface numérique nous met en difficulté. Et je suis sûre que vous pouvez tous repenser à un exemple dans lequel une interface numérique a pu vous mettre en difficulté. Voilà pour le constat. Ah oui. Ouais. Et donc, l'innovation inclusive, elle cherche à répondre à ce constat d'exclusion par les produits et services, à la fois en s'appuyant sur la conception universelle, c'est-à-dire le fait de concevoir pour tous et toutes, mais aussi, et c'est fondamental, en s'appuyant sur la participation des publics exclus ou oubliés de l'innovation, donc les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, mais aussi beaucoup d'autres. Et donc, ce sont les deux piliers de l'innovation inclusive, l'innovation avec les personnes et l'innovation pour les personnes oubliées ou exclues d'innovation. On va beaucoup parler de handicap aujourd'hui, mais les publics exclus de l'innovation ne s'arrêtent pas aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. Par exemple, les femmes sont régulièrement oubliées de l'innovation quand, par exemple, les équipements professionnels ou de sécurité sont conçus sur une morphologie uniquement masculine. Les femmes sont oubliées de l'innovation avec des conséquences que vous pouvez imaginer. Les enfants sont oubliés de l'innovation quand, par exemple, certains dispositifs médicaux ne sont pas pensés pour eux. Et voilà, on pourrait multiplier les exemples. À un moment donné, on peut tous être oubliés de l'innovation. Donc, l'idée de l'innovation inclusive, c'est de se poser cette question-là. Quand j'innove, qui est-ce que j'oublie ? Et qui est-ce que je pourrais considérer comme un utilisateur à part entière, de plein droit, et pour lequel aujourd'hui je ne réponds pas aux besoins.
Exactement, merci pour cette définition. Et donc, là, évidemment que l'innovation inclusive, et là on rentre du côté des organisations, elle n'est pas seulement humaniste. Il y a effectivement ce projet qui est extrêmement important, qui est issu de mouvements de recherche, en se disant il faut inclure le plus grand nombre, mais elle est aussi stratégique pour les organisations. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur cet aspect stratégique ? Alors, on comprend bien l'objectif humaniste de l'innovation inclusive, mais quand on sait que les estimations hautes nous donnent le chiffre de 12 millions de personnes en situation de handicap en France, soit un Français sur 6, ce qui risque d'augmenter encore avec le vieillissement de la population, on peut se dire que ça n'est pas négligeable, ça n'est pas une niche que de s'intéresser à ces personnes, d'où l'objectif stratégique. L'objectif stratégique, il est lié aussi au fait qu'on a l'entrée en vigueur du European Accessibility Act en juin 2025, qui va imposer que les produits et services conçus par les entreprises soient au maximum accessibles à une variété d'utilisateurs, et notamment aux utilisateurs en situation de handicap. Et puis, l'objectif stratégique qu'il y a derrière l'innovation inclusive, c'est aussi l'idée que quand on innove pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes âgées, en réalité, on améliore la qualité d'usage pour tous. Les exemples sont nombreux. Dans les transports en commun, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a un certain confort d'usage à ce que les transports soient accessibles quand vous promenez des valises ou une poussette. Il y a certaines entreprises qui ont bâti tout leur succès. Je pense à Oxo, qui fait des ustensiles de cuisine. Cette marque a bâti tout son succès sur le fait de s'appuyer sur les besoins de personnes avec un handicap moteur. Et puis là, je vous montre sur la photo le Mobilo, qui est un vélo électrique libre-service qui est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Et en étant accessible aux personnes en fauteuil roulant, il va aussi bien dépanner les personnes qui transportent un ou plusieurs enfants, une ou plusieurs valises, etc. Donc on est vraiment dans l'idée que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées sont vos utilisateurs extrêmes. Un utilisateur extrême en design, c'est une source d'innovation, de créativité, et en répondant à leurs besoins, vous améliorez aussi la qualité d'usage de tous vos utilisateurs. Exact. Et donc, toi, au Tech Lab que tu diriges, à APF France Handicap, tu collabores avec des organisations et des entreprises, mais vous avez aussi lancé l'Observatoire de l'innovation inclusive. Je veux bien que tu nous en dises deux mots. Oui, donc au Tech Lab, on mêle recherche et action. Recherche-action. Comme à la FMD d'ailleurs. Donc au quotidien, on accompagne avec l'équipe des entreprises qui mènent des démarches d'innovation inclusive. On les accompagne notamment en mobilisant des panels de personnes en situation de handicap, et on vous donnera des exemples tout à l'heure, pour tester, co-concevoir leurs produits et services. On sensibilise aussi les entreprises à la question de l'innovation inclusive. Vous voyez aussi un visuel du jeu sérieux qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appuie sur les utilisateurs extrêmes pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à ces questions. Et puis, on a cette activité de recherche avec la création l'an dernier de l'Observatoire de l'innovation inclusive, en partenariat avec la chaire Technology for Change de l'Institut Polytechnique de Paris. Cet observatoire de l'innovation inclusive, il a vocation à observer ce qui se passe dans les entreprises dans le domaine de l'innovation inclusive, et on prend l'innovation inclusive dans une conception assez large. On regarde l'innovation produits et services, mais on regarde aussi l'innovation organisationnelle. Donc, on a sorti un livre blanc au printemps qui étudie une trentaine d'entreprises sur leurs activités d'inclusion en rapport à la fois avec la conception de leurs produits et services, mais aussi en rapport avec leur politique RH. Et on regarde notamment si ces deux pans de l'inclusion, que sont la conception inclusive dans les activités de conception de produits et services et les pratiques d'inclusion RH, peuvent s'apporter mutuellement. Ce qu'on constate, par exemple,
c'est que les pratiques de conception inclusive, de co-création, de co-conception pourraient certainement inspirer les pratiques d'inclusion dans le domaine des ressources humaines. Et à contrario, les pratiques d'inclusion dans les ressources humaines pourraient, par un certain nombre d'aspects, notamment les aspects de diversité des équipes, inspirer les pratiques de conception de produits et services. Donc voilà, cet observatoire, il fait le point là-dessus. On a sorti un livre blanc qui est disponible sur le site du Tech Lab en open access. Et l'objectif de l'observatoire, c'est vraiment de continuer à s'intéresser à ce que font les entreprises et diffuser au maximum ces pratiques. Donc, l'ouvrage qu'on sort aujourd'hui est vraiment très complémentaire du livre blanc qui a été sorti par l'Observatoire. Et prendre ces deux outils, c'est vraiment entrer de plein pied dans l'innovation inclusive. L'enjeu qui a été le nôtre dans ce livre, c'est aussi de donner des outils pour pouvoir entrer en action, se mettre en mouvement du côté de l'innovation inclusive. Des outils qu'on a retravaillés avec Estelle, avec l'équipe, avec l'agence de design Atelier Universel pour pouvoir rendre accessibles les outils qu'avait prévu Estelle. Donc ça, c'est un des points forts du livre. C'est vraiment très opérationnel, hein, et ça vous permet de comprendre des choses, et c'est des choses qui sont mobilisables aussi en animation d'équipe, etc., pour embarquer un tout petit peu les collaboratrices et collaborateurs. Donc je veux bien que tu nous présentes ça, cet outil qui s'appelle Exclu by Design. Oui, donc dans ma thèse, je définis un peu 3 niveaux d'inclusion by design. Le niveau de l'exclusion. Le niveau exclusion, c'est je ne peux pas utiliser le produit ou le service qui est proposé. Un niveau intermédiaire qui est le niveau de la restriction. Je peux utiliser le produit ou service avec une ou plusieurs restrictions. Et un niveau central, l'inclusion. Je peux utiliser le produit ou service sans restriction. J'identifie 6 types de restrictions liées au design des produits et services. Des restrictions d'ergonomie. Le produit ou service est utilisable, mais de manière moins confortable que pour l'ensemble, pour ceux qui sont inclus. Une restriction de performance. Le produit ou service est utilisable, mais de manière moins efficace. Une restriction de choix. Je peux utiliser certains produits ou certains services d'une gamme, par exemple. Une restriction d'acceptabilité. Avec une utilisation d'un produit ou service qui peut être stigmatisante ou non valorisante pour les personnes. Une restriction de proximité. Je peux, par exemple, utiliser le produit ou service, mais à distance des autres utilisateurs. Et une restriction d'autonomie. Je peux utiliser le produit ou service avec, par exemple, une aide humaine ou une aide technique. Alors, on a des exemples, évidemment, pour illustrer et faire vivre ça. Je te laisse développer ces exemples également. Donc, si on prend l'exemple du train, qui est l'exemple un petit peu facile parce qu'on se figure bien les éléments d'environnement d'un train, une restriction d'ergonomie, c'est le fait que dans certains trains, les personnes en fauteuil roulant ne vont pas avoir accès aux toilettes. Voilà. Donc, un trajet quand même qu'on peut comprendre un peu moins confortable pour elles. Une restriction de performance, ça va être l'obligation pour toutes ces personnes de réserver au minimum 24 heures à l'avance leur train. Là où vous et moi, on peut le réserver au dernier moment. Une restriction de choix, avec par exemple un choix d'emplacement moindre dans le train. Là où vous pouvez choisir couloir, fenêtre, carré, zone famille. Ce n'est pas le cas des personnes à mobilité réduite. Une restriction d'acceptabilité, puisque quand on fait rentrer un fauteuil roulant dans un train, en tout cas c'est le cas dans beaucoup de trains, on fait attendre les autres passagers pendant l'installation de la rampe, etc. Une restriction de proximité, puisque les places réservées aux personnes en fauteuil vont être à distance des autres voyageurs. Et une restriction d'autonomie, puisqu'on a besoin d'un tiers pour accéder au train. Donc c'est un des outils qui fait partie de l'ouvrage et que vous pourrez retrouver sur les stands tout à l'heure. Oui, exactement. On va
déployer 4 outils qui sont sur les stands tout à l'heure. Donc tout le monde sera invité à venir, à les tester, à les manipuler, parce que je pense que la manipulation et le test, c'est la base de l'innovation inclusive. Et donc pour que vous compreniez à quoi ça peut vous servir aussi concrètement, c'est bien de faire peut-être deux outils, 2 stands, parce que en fait les outils aussi se croisent entre eux. Donc ça permet en réalité cet outil-là de voir où sont des restrictions, et ensuite je peux le mettre en écho avec d'autres outils. Donc les outils sont vraiment intéressants de ce point de vue-là parce qu'ils se croisent tous. Donc ça, ce sera le temps de l'atelier, mais pour l'instant, c'est le temps de la table ronde et je laisse la parole à Marie et à ses invités. Merci Tanguy, merci Estelle. Effectivement, il est temps de voir comment tout ça se manifeste en pratique. Peut-être pour compléter la collection d'exemples de produits ou de services qui aujourd'hui excluent ou qui, au moment de leur lancement, ont exclu. Eh bien, vous l'aurez trouvé, le point commun entre le métro, le smartphone, les montres connectées ou les plateformes de recrutement en ligne. Au moment de leur lancement ou toujours actuellement, ce sont des outils qui peuvent exclure des publics. Je vous donne donc effectivement l'exemple du métro qui, pour les personnes à mobilité réduite ou toutes les personnes avec des restrictions d'usage, par exemple de leurs bras et qui ne pourraient pas porter leur bagage, le métro aujourd'hui n'est pas accessible. Si je vous dis le smartphone, c'est parce qu'au moment de la mise en place de la reconnaissance faciale, par exemple, les tests algorithmiques avaient été faits uniquement sur des personnes blanches ou en tout cas entraîner l'algorithme avec des personnes blanches, ce qui fait que les personnes dont la peau était plus foncée ne pouvaient pas déverrouiller leur téléphone et faire l'usage de la reconnaissance faciale. C'est le même constat pour tous les distributeurs automatiques de savon. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en tester, vous passez la main et le savon tombe automatiquement comme par magie dans vos mains. Même chose, les premières personnes à la peau noire ne pouvaient par exemple pas déverrouiller le système puisque l'entraînement avait été fait sur principalement des peaux blanches. La question des montres connectées, là aussi, des entraînements d'ergonomie avaient été faits sur des poignets plus forts que sur des poignets peut-être plus fins, et donc les reconnaissances, toutes les statistiques, toutes les données collectées par les montres ne permettaient pas d'avoir des données fiables, puisque l'entraînement n'avait pas été fait aussi sur un panel d'utilisateurs et d'utilisatrices suffisamment large. La question des job boards ou donc des plateformes de recrutement en ligne, ça paraît aussi évident pour tout recruteur ou recruteuse. Toutes les personnes éloignées de ces technologies, ne sachant pas soit les utiliser, soit parce que dans une zone où effectivement on ne peut pas accéder à Internet ou à un ordinateur, eh bien, on peut comprendre que faciliter un recrutement ou en tout cas postuler un poste quand on n'a pas les outils pour se faire, c'est tout de suite plus compliqué. Donc effectivement, oui à l'innovation, mais pas d'innovation sans inclusion, ou en tout cas pas d'innovation qui risquerait d'exclure ces publics. Et pour discuter de ce sujet-là, j'ai la chance donc d'être accompagnée par 3 personnes ce matin. D'un côté, pour représenter le groupe SEB, nous avons Kim Helbolt, VP Innovation Insights, que je vais inviter à me rejoindre. Également Marie Jacquemin, Consumer Studies Management Beauty Global pour Aptar Group, et également pour présenter le groupe Orange, et notamment, je vais arriver à le dire, c'est parce qu'effectivement on a eu des aléas ce matin, mais pour représenter Orange Innovation, Bruno Bouvier, directeur réglementation, communication et partenariat, au sein de la direction engagement sociétal accessibilité du groupe pour donc Orange Innovation. Vincent Agnor était notre premier invité, expert accessibilité, mais il n'a malheureusement pas pu nous rejoindre ce matin. Et donc, pour discuter de ce sujet-là, j'aimerais vous poser plusieurs questions. Alors, Bruno, l'exercice va être un peu plus complexe parce qu'au pied levé, vous l'avez compris. Néanmoins, comme je le disais aux intervenants, il n'y a pas de questions pièges. L'idée, c'est que vous puissiez, dans vos organisations respectives, nous dire comment ce sujet de l'innovation inclusive a été pris en main. Et donc, je vais commencer par une question simple. Estelle Perrard et Tanguy Bizien ont défini ce concept d'innovation inclusive. Comment est-ce que dans vos organisations, c'est un sujet qui a été abordé et comment est-ce qu'il est pris en main? Est-ce que, Marie, pour le groupe Aptar, vous voulez commencer? Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais dire qu'on a eu la chance de travailler avec Estelle justement sur ce sujet. En termes d'innovation inclusive, pour expliquer un petit peu la genèse du projet,
il y a 2 ans de ça. Mon poste, en fait, actuellement, consiste à réaliser des études consommateurs. Peut-être en intro, expliquer ce que c'est que mon entreprise aussi, ce serait mieux. Donc, Aptar. Aptar, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. En fait, c'est une entreprise B2B qui fournit du packaging aux marques et dans le secteur de la santé. Donc, on est présent sur la santé, food and beverage and beauty. Et moi, je suis spécialisée sur le secteur beauté. Et dans le cadre de mon travail, qui consiste à mener des entretiens ou à animer des groupes consommateurs, sur les 15 dernières années, j'ai rencontré énormément de consommateurs qui n'avaient pas été recrutés sur cet aspect-là, mais qui se sont retrouvés au moment des tests de prototypes en grande difficulté d'utilisation, ce qui a déjà commencé à m'alerter sur la question de l'ergonomie et de l'accessibilité. Et puis ensuite, en 2017, on a vu Rihanna lancer une marque inclusive, mais plus en termes de teinte de produits. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que dans l'univers de la beauté, la question de l'inclusivité s'est posée, mais pendant longtemps, elle a été cantonnée à une largeur de gamme en termes de couleurs, de représentativité, en termes d'égérie dans les publicités, et pas vraiment sur le packaging à proprement parler. Et donc c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait investiguer cette question et l'intégrer dans notre processus innovation. Merci Marie. Donc c'est un processus qui, je crois, est récent finalement, et vous êtes associée à APF France Handicap pour commencer justement à amorcer le sujet auprès des équipes. Tout à fait. Alors en fait, en 2022, on a d'abord initié une étude avec l'Institut d'InVibe qui réalise des études de social media listening. L'idée, c'était de prendre l'info directement sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les retours spontanés des utilisateurs et identifier justement les besoins, les difficultés et aussi les exemples positifs qui étaient soulignés par les utilisateurs en difficulté. Et dans un second temps, on a contacté le Tech Lab d'APF France Handicap pour initier une démarche d'innovation inclusive. Donc vous nous en direz probablement un peu plus après. Merci beaucoup Marie. Kim, côté groupe SEB, même chose. À partir de quand la notion de conception universelle, de conception inclusive, d'innovation est apparue dans le groupe? Bonjour à vous, ravi d'être ici et de partager mon expérience. Donc moi j'ai rejoint le groupe SEB en 2017 pour reprendre la direction du design. Donc aujourd'hui, j'ai changé, comme vous pouvez voir dans mon intitulé, j'ai basculé à l'innovation depuis 2 ans. Et en arrivant dans le groupe SEB, alors je pense que vous connaissez groupe SEB, donc s'il y a 34 marques, c'est une marque, des marques que vous connaissez probablement, Moulinex, Tefal, Roventa, Krups, Calor, Lagostina. Bon, ça c'est 5, 6, 7, mais je pense que vous reconnaissez des marques et vous en avez probablement chez vous aussi. Évidemment, la marque SEB qui existe toujours. Mais le constat, c'était effectivement, le groupe avait un engagement évidemment d'inclusivité et de diversité au niveau marque employeur, politique interne, RH. Mais le constat, c'était qu'effectivement, les produits qu'on designait et qu'on concevait n'étaient pas forcément en adéquation avec cette politique. Donc, de prendre un petit peu cet angle, faire ce qu'on dit, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça, c'était effectivement d'aboutir cette démarche en tant que valeur d'entreprise dans ce que l'entreprise offrait évidemment à ses utilisateurs et consommateurs. Donc, on a initié cette démarche sous l'angle design inclusif, où on a commencé à établir effectivement des principes et des règles, comment concevoir des produits inclusifs, donc qui, encore une fois, ça a été évoqué, mais qui adressent la diversité de nos consommateurs et de nos utilisateurs. Et les constats étaient assez simples, hein, quand avec l'équipe on a regardé nos gammes. Par exemple, une bouilloire, il y avait plein de modèles où on n'arrivait même plus à lire le niveau d'eau dans la bouilloire. Donc le constat était assez simple, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des produits de ce type qui sont effectivement la valeur d'usage ou même la base d'usage est déjà pas au rendez-vous. Donc ça a enclenché effectivement toutes ces initiatives au design, qui est vraiment un acteur dans toute la chaîne de création et conception des produits, et qui a commencé à infuser le reste de l'organisation
notamment et effectivement aussi par un délivrable qu'on a appelé le Good Design Playbook, et qui était ce document qui capturait un petit peu ces principes-là, nos expériences, et qu'on a fait en collaboration aussi avec APF France Handicap. Et donc c'était une manière effectivement de porter le sujet de manière structurelle dans l'entreprise et dans le processus, et de reconnecter les valeurs de l'entreprise avec effectivement les produits et services que le groupe délivrait dans le marché. Merci Kim. Donc c'est intéressant. On voit avec Marie qu'il y a une prise de conscience qui a été faite au niveau du packaging, donc l'emballage, ce qui va être le contenant, on va dire, de certains produits. Le groupe SEB a réfléchi donc au design, au format, même aussi des outils, avec une approche plutôt consommateur, cliente, si je dirais. Probablement que les réflexions sont les mêmes chez Orange. Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire aussi donc cette question de l'innovation, et notamment l'innovation inclusive, comment elle est née au sein d'Orange, comment elle se manifeste aujourd'hui, comment ça se concrétise? Très bien. Bonjour à tous, merci de votre présence. On est très heureux de vous accueillir chez Orange. Je ne présenterai pas le groupe Orange, je pense que tout le monde sait que c'est un opérateur de communication donc, de dimension mondiale. Plus intéressant peut-être, c'est que l'histoire d'Orange finalement s'inscrit dans une tradition déjà de service public et d'intérêt général, c'est-à-dire que ce soit le nom d'Orange ou auparavant le nom de France Télécom, qui parle peut-être encore à certains d'entre vous, notre ADN, notre raison d'être, était de rendre service, de rendre un service, en l'occurrence un service de communication accessible à tous. Et donc effectivement, dans cette histoire-là, on allait raccorder le fil de cuivre dans les campagnes les plus reculées. Et donc il y a cet ADN quand même qui est très importante au sein du groupe Orange, et qui s'est perpétué au fil des années. Et d'ailleurs, nos différents dirigeants ont régulièrement mis en avant l'accessibilité, ou du moins l'inclusion, dans leur stratégie. On a eu pendant très longtemps, c'est donc sous Stéphane Richard, on avait Human Inside, où il fallait effectivement mettre la technologie au cœur de l'humain. Et puis Chris Heidemann, aujourd'hui, toute une grande partie de son plan stratégique 2025 est effectivement l'inclusion numérique. Donc il y a eu une longue tradition. Et pour revenir plus sur la partie handicap, nous, on a eu une direction dédiée au handicap pour le groupe, qui a été créée dès le début des années 2000. Donc ça remonte déjà à près de 25 ans. Une direction, et qui s'était donné pour objectif de travailler à la fois sur la conception de produits ou de solutions les plus accessibles possibles, mais également de travailler sur tout le parcours client. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de mettre sur le marché ou de distribuer un produit accessible si le parcours client est parsemé d'embûches pour accéder finalement à la commande ou au SAV de ce produit. Donc voilà, rapidement, lorsque la direction accessibilité a été créée, donc début des années 2000, l'idée c'était d'avoir une vision 360 degrés, donc de la conception de produits, la distribution, la relation client, la création de boutiques labellisées autonomie, de façon à accueillir le mieux possible l'ensemble de nos clients. Merci Bruno. Donc là aussi, vous apportez une dimension que je trouve assez intéressante. Vous êtes intéressé donc au parcours client. Il y a eu une réflexion sur l'entièreté des processus de l'organisation, d'une part, en tout cas de l'expérience client. Tout de suite, vous nous avez parlé d'un soutien ou d'un engagement qui était pris au niveau de la direction. Donc ça m'amène à la question de faire de cette accessibilité ou de faire de l'innovation inclusive un axe stratégique de l'organisation. J'en arrive donc à ma deuxième question, qui s'adressera un peu à toutes et tous. À partir du moment où on se dit c'est stratégique, est-ce qu'il est facile ou plutôt difficile de innover avec et d'innover pour, en embarquant les équipes? Parce que moi, ce qui va m'intéresser là, c'est de comprendre, lorsque l'on s'adresse à... Alors, il y a plein d'anglicismes, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans l'innovation, mais des UX experience, donc c'est plutôt l'expérience utilisatrice. Si vous réfléchissez aux product owners, donc les chefs de produits, toutes les personnes qui vont être impliquées dans le processus de conception, réflexion, commercialisation, vente, etc.
quand on leur dit vous avez été, je vais le dire assez brut, mais recruté pour faire ce poste-là, pour penser à ces produits-là de telle manière, leur dire faut le faire, mais cette fois-ci en embarquant une casquette diversité et inclusion, en essayant d'embarquer des publics sous-représentés, éloignés, auxquels on n'a peut-être pas l'habitude ou auxquels on n'a pas pensé. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile ? Qui souhaite répondre en premier ? En fait, nous, on s'est appuyé sur deux spécificités très fortes. La première, c'est effectivement la présence d'un nombre important de salariés en situation de handicap. Alors le groupe Orange, c'est un groupe constitué, alors au niveau international, c'est à peu près 150 000 personnes, mais au niveau France, c'est, je ne sais plus, 60 000, j'ai plus les chiffres tout à fait en tête. Et parmi ces 60 000 salariés en France, on a toujours, à travers un document cadre qui est extrêmement important, qui est négocié de façon triennale. On a le convention handicap négocié avec les partenaires sociaux, et c'est vraiment un document vraiment stratégique et structurant. Et donc on a toujours eu une force, et je pèse bien mes mots, une force de salariés. Ça représente une force donc de salariés en situation de handicap au sein d'Orange. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a toujours mis un point d'honneur à respecter et à dépasser même les obligations légales en termes de nombre de salariés en situation de handicap. On est aujourd'hui à près de 7%, donc au-dessus des obligations légales. Ça représente, je sais pas, entre 4500 et 5000 salariés. Et donc ça, on s'est toujours appuyé sur cette force, justement, pour avoir cette vision des choses accessibles, des solutions accessibles. Donc ça se manifeste dans la partie recrutement des salariés, mais aussi dans la partie intégration des salariés dans leur environnement de travail, la formation. Et ça a toujours été on s'est toujours appuyé sur cette force-là, notamment pour tester des nouvelles solutions. J'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus. Et puis, le deuxième pilier très fort de notre stratégie au niveau de l'accessibilité, ça a été toujours de désenclaver le handicap. Plutôt que d'imaginer des produits accessibles, très chers, qui vont correspondre à une niche, parce qu'effectivement, Madame a cité le nombre de personnes en situation de handicap sur le plan national. On évalue effectivement à 12 millions de personnes en situation de handicap. Il n'empêche que le handicap est tellement divers et diversifiés, qu'à chaque fois on atteint une niche en termes de clientèle, puisqu'il va y avoir, je sais pas moi, 200 000, 300 000 personnes non-voyantes, 300 000 personnes sourdes, et à chaque fois en termes de business, c'est pas beaucoup, quoi. Et donc on a voulu finalement désenclaver le handicap en disant on va s'adresser à un secteur de clientèle beaucoup plus importante, en l'occurrence les seniors. Et finalement, dans un continuum de déficience, un senior, il subit, à travers l'âge, les mêmes déficiences qu'une personne handicap, c'est-à-dire progressivement en vieillissant, votre vue baisse, votre audition diminue. Et donc, en adressant une population clientèle beaucoup plus importante, je pense qu'on a réussi aussi à convaincre l'ensemble du groupe qu'en travaillant sur des solutions dédiées à notre population senior, et nous, chez Orange, on a quand même une grande partie de clients qui sont seniors, on arrive également à promouvoir le handicap et donc à désenclaver le handicap. Et donc on s'est appuyé quand même historiquement sur ces deux façons de travailler, sur ces deux piliers, à la fois nos salariés en situation de handicap, qui nous aident aussi à promouvoir des nouvelles solutions, qui peuvent intéresser nos clients, et puis autrement, la partie client, c'est la partie senior qui a permis de désenclaver le handicap. Ce que m'expliquait Vincent Agnord aussi au moment où on préparait son intervention, c'est que une grosse partie des équipes qui composent aujourd'hui la direction accessibilité au sein d'Orange Innovation, ce sont aussi des personnes en situation de handicap qui sont à même d'aller challenger peut-être des propositions qui ont été faites, mais de bêta-tester aussi. Et donc ce sont ces personnes directement concernées qui sont le premier filtre, j'ai envie de dire, avant de donner un feu vert à la commercialisation ou même au développement, avant même ça, d'un produit. Il me disait aussi que malgré tout, puisque ça fait plus de 15 ans que vous travaillez sur le sujet chez Orange, qu'il y avait des marches à gravir parce que ce n'est pas un réflexe automatique encore pour toutes et tous, donc il reste des efforts de sensibilisation à faire. Peut-être chez Seb, Kim, est-ce que
vous avez plutôt un avis favorable ou des personnes qui corps et âme, vous disent oui, allons-y, intégrons ces questions d'accessibilité ou pensons l'innovation de manière inclusive, ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être parfois des difficultés à aller convaincre certaines et certains? Alors, quand on parle du sujet d'inclusivité, c'est toujours, les retours sont toujours très enthousiasmants. Néanmoins, il y a quand même, évidemment, le groupe il y a sous-jacent à cela des difficultés, puisque le groupe a c'est 167 ans, je crois, il fête cette année. Il y a un historique, un bagage, une culture qui est vraiment présente. Je ne sais pas si j'évoquais certaines des marques, mais quand je me promène dans les couloirs, il y a encore des posters de la marque Moulinex. Il dit « Moulinex libère la femme ». Donc il y a encore, quand je parlais d'historique et de culture, c'est des choses qui sont encore présentes quelque part dans le groupe. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à passer au-delà et vraiment avancer dans ce sujet et dans un petit peu ces idées. Mais je parlais d'inertie aussi dans le groupe, puisque alors, je vous évoquais toutes les marques, mais en moyenne, en France, il y a 7 produits par foyer. On vend 11 produits par seconde dans le monde, donc cette inertie, elle est là quand même dans le système, et qui fait qu'il y a des contraintes et des difficultés qui sont vraiment présentes aussi, ne serait-ce que dans le fonctionnement au quotidien du groupe. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'arriver avec les contraintes, avec le contexte, de quand même prendre cet enthousiasme des personnes avec qui on a de l'interaction sur ce sujet-là. En tous les cas, quand j'avais ma casquette au design, mais aussi à l'innovation, et de voir, malgré ces contraintes, comment est-ce qu'on peut faire avancer le sujet et l'infuser dans l'organisation pour que petit à petit, acculturer et changer effectivement les perceptions, changer les manières de faire, changer les manières de voir. Et ça, c'est évidemment un enjeu important, mais néanmoins, le sujet est inspirant et enthousiasmant, donc c'est plutôt facile d'aborder le sujet. Et justement, vous parlez des contraintes. Donc, on avait évoqué les volumes de production, les flux en continu. Je ne sais pas si toutes et tous, vous avez à peu près une idée de ce que ça représenterait, mais vous l'avez dit, le nombre de produits qui sortent tous les jours ou qui sont commercialisés, tous les tests et tous les panels consommateurs, consommatrices qui nécessitent d'être organisés d'une certaine manière. J'imagine que tout ça, c'est du temps, c'est des coûts. Est-ce que, et je fais écho aussi à des choses que Vincent Agnuard m'avait dit, c'est si on voudrait rendre un produit plus accessible, plus inclusif, a posteriori que tout cela ait déjà été fait, ça coûterait plus cher et donc finalement on ne le fait pas. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que, comme je disais, les lunettes de l'inclusion, elles soient prises dès le début et qu'on n'arrive pas trop tard finalement dans le processus? Alors, ce qu'on a vraiment commencé à mettre en place dans le groupe SEBS, c'est qu'il faut choisir, évidemment, et de faire les choix en conscience. Mais cela implique aussi, quand on fait un choix en conscience, c'est qu'on décide, par exemple, de raccourcir le process pour aller plus vite à cause des contraintes, évidemment, peut-être de production, d'objectifs financiers, c'est qu'on sait pourquoi on a fait ces choix-là. Et c'est plus des choix par défaut ou parce qu'on a pris des raccourcis. Et donc le constat à la fin du processus, c'est que, certaines personnes ne comprennent pas notre produit ou certaines personnes ne peuvent pas utiliser notre produit. On est capable, si effectivement, disons, un journaliste nous dit mais votre produit marche pas bien, qu'est-ce qui s'est passé? On est capable d'expliquer. Et c'est pas effectivement par accident ou par manque de compréhension et par manque de s'être posé la question dès le départ, de ne pas délivrer une expérience qui soit effectivement satisfaisante pour toutes et tous. Merci Kim. Marie, au sein du groupe Aptar, comment il y a adhésion justement à ce sujet? Comme vous avez porté sur vos épaules cette question-là, je crois que vous avez eu l'aval aussi de votre direction et c'est vraiment ça qui a impulsé les réflexions et tous les travaux que vous menez. Comment est cette adhésion dans vos équipes?
Déjà, on est un groupe américain présent à l'international sur une vingtaine de pays. Donc en interne, la question du DE&I, diversité, équité, inclusion, est vraiment centrale, mais c'est vrai que jusqu'ici, elle était plutôt exclusivement abordée dans la question RH. Cependant, ça fait des années qu'on a une semaine consacrée au D&I dans l'entreprise, différents événements, prise de parole. Donc, ça avait du sens, en fait, d'intégrer ma proposition dans ce cadre-là. La chance que j'ai eue de par ma fonction études conso, c'est d'être au quotidien en travail très proche avec les équipes marketing et innovation. C'est ce qui fait mon quotidien. Et donc, quand j'ai présenté ce projet, il y a eu une adhésion immédiate, un très grand enthousiasme de la part des équipes, que ce soit donc la direction Inno avec l'équipe ingénieur, designer, le marketing avec tout ce qui est stratégie marketing, chef de produit. Il faut dire encore une fois que l'actualité aussi portait ce message-là. Ça se confirme aujourd'hui puisqu'il y a, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai vu passer une information comme quoi Selena Gomez était devenue millionnaire là récemment. Et non pas grâce à sa carrière de chanteuse ou d'actrice, mais grâce à sa nouvelle ligne de produits de soins et de maquillage, et qui est justement emblématique de ce qu'est l'inclusive design totalement assumé par une marque dès le début du processus de création. Donc un énorme enthousiasme, un grand oui dès le départ. On a donc décidé d'initier notre collaboration avec APF France Handicap. Pourquoi APF France Handicap, le Tech Lab d'APF France Handicap? Parce que justement, on avait pu bénéficier du playbook publié par Seb. Donc merci pour cette initiative. On a vu ce qui avait été fait entre Seb et le Tech Lab et on s'est dit que c'était un partenaire idéal pour initier notre démarche. On a publié 2 white papers, un avant la collaboration qui annonçait justement cette collaboration et un après pour partager largement avec l'industrie et avec nos clients, les marques, les principes du design universel appliqués au packaging beauté. Notre objectif, c'est vraiment de communiquer le plus largement, de fédérer, d'évangéliser tout le secteur de la beauté pour que la question de l'inclusivité dans le packaging soit aussi incontournable que ce qui est devenu la sustainability aujourd'hui. Et voilà, donc tout ça pour dire que oui, ça a été très facile. Et aujourd'hui, on travaille sur des innovations, des nouveaux standards. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est plus compliqué d'adapter un produit déjà existant. Alors on y réfléchit à essayer de trouver des briques technologiques qui pourraient être plus facilement implémentées à des standards aujourd'hui. Mais on est surtout sur une dynamique de nouveaux standards qui, dès le départ, aient intégré ces éléments d'inclusive design. Merci Marie. Donc là, je suis assez... j'aime beaucoup l'idée que ces white papers puissent être aussi une source d'inspiration et motivationnelle pour tout un secteur. Tout à l'heure, Tanguy parlait d'une utopie, un monde qui serait plus inclusif. Finalement, si on considère que chaque organisation a un rôle, alors vraiment stratégique d'un point de vue business, clairement à ouvrir son panel de clients et de clientes, on arrive bien sûr à élargir un chiffre d'affaires, mais aussi à contribuer positivement au changement et à l'élaboration de nouveaux standards pour tout un secteur. Vous avez mentionné le playbook mis en place par Seb. Je pense que plusieurs ici dans la salle, on se pose la question de qu'y a-t-il dans ce playbook qui a l'air finalement assez inspirant. Est-ce que c'était pas prévu et je m'en excuse Kim, mais est-ce que vous pourrez nous dire un mot sur ce playbook Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc on a capturé en fait le travail qu'on avait fait en collaboration avec APF France Handicap, qui était un peu l'aboutissement de la démarche interne. Et donc ça capture un petit peu tous les principes et ça donne aussi des outils pour pouvoir initier cette approche de design inclusif. Donc c'est notre expérience qu'on partage et qui va idéalement inspirer d'autres organisations ou entreprises pour avoir quelques clés pour démarrer. Donc c'est en open source et c'est disponible pour télécharger en ligne ou sinon n'hésitez pas à me contacter, j'ai peut-être quelques exemplaires encore.
Mais tout l'enjeu, c'était effectivement dans le principe d'inclusivité, c'est pas de garder en exclusivité cette connaissance et ce travail et cette démarche, mais vraiment de la partager pour effectivement enclencher aussi cette volonté de travailler sur ce sujet-là, d'adresser la diversité. Et évidemment, la diversité, c'est le plus grand nombre, donc d'essayer de diffuser le plus largement possible. Merci Kim, je pense qu'on fera en sorte de retrouver l'URL de ce playbook. On le mettra bien sûr en ligne sur le site de la FMD avec la publication. Je rebondis sur cet enjeu sectoriel que vous évoquiez, Marie, et le fait qu'il est plus difficile de faire machine arrière quand tout le process est déjà enclenché. Pour justement créer ces nouveaux standards, comment est-ce que l'on fait quand justement c'est pas forcément très cohérent avec les objectifs d'un marché ou quand les demandes de clients, je pense à vous qui êtes finalement prestataire puisque vous proposez du packaging sur tous les articles de beauté. Comment concrètement, dans les processus, on arrive à faire changer ces mentalités ou à intégrer aussi ces nouvelles dimensions-là? Est-ce que vous avez un exemple, là, Marie, sur peut-être l'identification de certains produits, catalogues, et d'aller chercher les clients en les challengeant sur les propositions? Alors, on en est au tout début du process. Encore une fois, là, on est dans la génération de concepts et on va passer au maquettage de différents, justement, designs plus inclusifs. L'idée, c'est vraiment, là, dans un futur très proche, de sensibiliser non plus seulement le marketing et l'innovation, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, mais d'aller chercher aussi les commerciaux. Donc, je suis en train de réfléchir à des modules de formation, des webinaires en interne à destination des commerciaux, en externe à destination des marques, pour encore une fois porter la bonne parole et attirer l'attention sur le fait que oui, aujourd'hui, tous les packaging beauté doivent pouvoir être utilisés par tous de manière optimale. On voit encore une fois des marques qui ont déjà pris ce parti pris, mais qui cassent justement les codes du packaging beauté traditionnel, je dirais. On a Drunk Elephant qui fait des packs qui sont ouvertement inclusifs avec des formes très carrées. On a Aware Beauty, la marque Fenty Beauty aussi de Rihanna. Et donc ce sont souvent des initiatives d'indie brands. Et nous, ce qu'on veut, c'est parler aux grands, L'Oréal, Dior, Chanel, Estée Lauder, bref, tous ceux qui sont aujourd'hui nos clients. Donc en plus, on a une force de frappe potentielle qui est très forte. Et là, je suis en train d'élaborer justement une espèce de campagne de sensibilisation interne et externe. Donc là aussi, une politique des petits pas, mais vous avez parlé donc de la sensibilisation, pas uniquement des parties prenantes internes du groupe Aptar, donc pas simplement aller s'intéresser aux salariés qui sont amenés à concevoir les produits-services, mais aussi à penser aux parties prenantes externes, donc vous l'avez compris, des clients, d'autres fournisseurs ou prestataires. Chez Orange, Bruno, je crois que c'est pareil. L'accessibilité, c'est devenu un enjeu tellement important que vous avez de nombreux salariés experts qui sont un peu les garde-fous. Oui. Dites-nous en plus justement sur ces nombreux référents ou salariés ambassadeurs de l'accessibilité chez Orange. Effectivement, nous, la formation, et puis dans un second niveau, la sensibilisation de tous, c'est vraiment un des piliers de notre action. Donc en termes de formation, on forme déjà les conseillers clients. Donc on a des formations dédiées à nos conseillers clients, soit en boutique, soit au centre de relations téléphoniques. Donc c'est chaque année des dizaines de conseillers qui sont formés à accueillir le client, à le conseiller sur des produits les plus accessibles possibles, en leur présentant par exemple les différences d'accessibilité entre l'iOS et Android. Ce sont deux systèmes d'exploitation un peu différents. Et puis globalement, on leur apprend à avoir un savoir-être et une capacité d'accueil d'une personne en situation de handicap au téléphone ou en boutique. Donc ça, c'est le premier levier. Toujours formation, effectivement, on a un centre d'expertise qui constitue des formations pour tous les métiers, soit de la conception, mais aussi du design, du marketing
Et donc, la dispense de ces formations permet à toutes ces personnes qui travaillent sur les futures solutions ou les futurs produits, eh bien, d'imaginer dès le départ des produits les plus accessibles possibles. Voilà. Donc, et puis troisième niveau d'intervention, c'est la sensibilisation de tous. Alors là, on avait fait preuve d'innovation justement il y a quelques années, puisque c'était 2019 ou 2020, on avait conçu et déployé ce qu'on appelle le visa accessibilité, qui est ouvert à tous les salariés Alors d'abord, ça a été en France, et puis après on l'a traduit en anglais, et tous les salariés du groupe sont invités à le passer, et qui permet de sensibiliser l'ensemble des salariés au handicap. Et donc c'est très ludique, et ça raconte finalement la vie d'une personne en situation de handicap qui travaille chez Orange et qui met en avant toutes ces difficultés qu'il va rencontrer au fil d'une journée de travail. Et donc ça permet à chacun de prendre la place d'une personne en situation de handicap et voir comment finalement on prépare une réunion alors qu'il va y avoir un salarié en situation de surdité, par exemple. Donc c'est tout simplement prévoir une traduction, une transcription. Et puis, également dans ce visa salarié, c'est tout ce qui est les gestes simples, comment écrire un mail accessible, comment vérifier quand vous faites un jeu de slides, comment vérifier, parce qu'en fait c'est prévu en plus dans Windows, comment vérifier que les slides que vous produisez sont bien accessibles et lisibles par tous. Voilà. Et donc ce visa salarié, c'est plutôt un grand succès. Plusieurs milliers de personnes l'ont déjà passé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un axe très très fort de notre action pour sensibiliser l'ensemble du groupe. Et c'est d'autant plus vrai aussi, on n'en a pas parlé encore, mais on travaille beaucoup sur l'accessibilité des sites web et des applications mobiles. Alors nous, on est un grand groupe, et donc les sites web, on en a beaucoup. Sites web en interne pour les salariés, site web externe pour nos clients, site web institutionnel. Et donc au total, on avait recensé, parce que c'est un élément important, on s'appuie beaucoup sur la loi. En fait, Orange est une entreprise très légaliste. Et on est souvent, moi j'ai quelquefois des discussions avec l'ARCEP ou l'ARCOM, les gendarmes, ces hautes autorités. Et régulièrement, on est plutôt considérés comme des bons élèves, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même relativement légaliste et on s'appuie sur la loi. Et l'accessibilité des sites web, par exemple, c'est quelque chose de très très important. Et la loi a rendu obligatoire l'accessibilité des sites web. Globalement, en France, on est très mal placé, comme dans d'autres pays européens d'ailleurs. Tant qu'il n'y aura pas des sanctions suffisamment fortes, mais ça commence à venir. Et donc on travaille beaucoup sur effectivement l'accessibilité native des sites web. Et donc ces experts au centre d'accessibilité, dont fait partie Vincent Agneur, que je remplace au PLV, eh bien, forment des concepteurs de sites web pour que dès le départ, eh bien, on conçoive un site web le plus accessible possible, en évitant effectivement des couleurs qui ne passent pas pour une personne qui est daltonienne, ou des vidéos qui ne sont pas traduites et qui sont incompréhensibles, ou des captchas. Alors les captchas, c'est vraiment c'est l'horreur pour une personne en situation de handicap, et même pour une personne sans handicap, quelquefois c'est compliqué. Et donc on essaye aussi de faire en sorte que nos captchas soient le plus accessibles possible. Alors, les CAPTCHA, peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas, ce sont ces reconnaissances sur les photos pour justement valider que vous n'êtes pas un robot. Sandrine, qui est en régie, m'a gentiment dit la semaine dernière que non, en fait, c'est juste pour entraîner les algorithmes de Google à reconnaître les images. Donc, dans tous les cas, nous ne serons pas des robots. Je vous rassure, Bruno, vous remplacez très bien au pied levé Vincent. Je reprends l'exemple de l'accessibilité des sites web. Donc, on parle là d'accessibilité numérique. Je ne crois pas me tromper, Kim, si lors de nos échanges, vous aviez évoqué justement la question de l'accessibilité des sites web. J'aimerais peut-être vous entendre, notamment je pense aux plateformes de e-shop ou e-commerce. En tout cas, c'est forcément un sujet. Et puis peut-être aussi nous dire au sein de SEB quels sont encore les enjeux en matière de communication et de formation, de manière à ce que ce soit plus que vous, ou peut-être vos équipes qui portiez le sujet, mais que comme pour Aptar, ça puisse irriguer les équipes marketing, communication, commerciale, etc. Oui,
Je ne vais pas trop m'étendre sur les sites web, parce qu'effectivement, quand on a démarré l'initiative, tout d'un coup, on a tiré le fil et on s'est rendu compte, oh, mais là, ça ne va pas. Dans les packaging, par exemple, le site groupsep.com, il n'est pas accessible, etc., etc. Et donc, on a plein de sites de marque.com aussi. Donc, le travail est en cours et a démarré. Mais peut-être que la partie interne et comment aussi faire avancer le sujet, donc je prendrai peut-être deux références. La première, c'est vraiment démystifier et enlever les biais, évidemment, mais aussi l'intégrer dans le processus. Donc vraiment toute la manière qu'on a définie de créer des produits et des services. Et donc, il y a des jalons, à des jalons spécifiques, l'aspect d'inclusivité. Donc, je parlais tout à l'heure de choix. C'est vraiment très en amont dans le projet de choisir quel sera le niveau d'inclusivité ou d'accessibilité du produit. Donc ça, c'est un engagement en interne par les équipes projet qui vont définir et derrière assumer toutes les implications et qui sont évidemment de tester de manière approfondie et valider l'engagement qu'on a pris dès le départ. Donc ça, c'est en interne. Et donc ça implique évidemment bien au-delà des équipes design, c'est les équipes de développement, de recherche, marketing évidemment, puisque c'est elles qui définissent le produit à la source, au démarrage du projet. Et puis l'autre aspect, c'est plutôt externe, puisque c'est la feuille de route RSE du groupe. Et à la suite de l'initiative de design inclusif, le groupe a décidé dans un des piliers RSE, qui est de mieux vivre chez soi, de s'engager à lancer des gammes de produits au design inclusif. Et donc ça, c'est publié évidemment tous les ans et on doit rendre des comptes quand on fait le rapport, le rapport annuel du groupe. Et des personnes qui viennent, entre autres, assister à ces comptes rendus, c'est la communauté financière. Et c'est un sujet qui était nouveau pour le groupe et sur lequel des financiers se sont posé les questions et ont commencé à poser les questions au groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Donc il y avait ce double engagement et qui est, je pense pour moi, aussi une réussite dans l'acculturation et le changement de ces aspects-là. Et derrière, évidemment, ça embarque plein d'autres fonctions, comme la communication corporate, évidemment, les ressources humaines, la communauté financière. Moi, j'ai fait beaucoup de sessions avec le département finance et communication financière pour leur expliquer et qu'ils soient capables d'expliquer aux investisseurs ce que ça voulait dire. Les fonctions RH, parce qu'évidemment, c'était un sujet qu'ils connaissaient de leur perspective, effectivement, employeur, mais pas de leur perspective forcément conception des produits. Mais évidemment, quand ils recrutaient des personnes, c'était qu'est-ce que vous faites sur cette partie d'inclusivité? Ils étaient effectivement capables de donner des explications et effectivement l'engagement et des réalisations du groupe. Donc c'est vraiment de toutes les fonctions qui ont dû monter à bord pour effectivement expliquer et comprendre effectivement les enjeux. Et je passe même sur la partie des divisions commerciales qui sont aussi évidemment au bout de la chaîne censées vendre les produits et faire passer les messages. Mais ça s'est très bien passé, comme je parlais de l'enthousiasme tout à l'heure et de l'inspiration. Effectivement, on dit souvent que les salariés sont les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise, de vos marques. Chez Aptar, Marie, parlez-nous justement des Inclusivity Ambassadors, je crois, qui sont en train d'être créés. Comment ça va se passer Alors non, ils le sont déjà. déjà. En fait, dès le départ, quand on a initié donc, la collaboration avec le Tech Lab d'APF France Handicap, le processus a démarré d'abord par un webinar destiné à l'interne. Et ensuite, on a organisé un atelier de sensibilisation au handicap par l'expérience. Donc Estelle et son équipe se sont rendues dans nos locaux et on a expérimenté différents types de handicap et on a essayé de manipuler donc des packaging beauté. Et ça, c'était la meilleure manière finalement d'onboarder l'équipe, c'était de le vivre par l'expérimentation et pas seulement la lecture ou la prise de connaissances un peu abstraite.
Et les personnes qui ont été prioritairement justement choisies pour participer à cet atelier avaient été désignées en amont comme Inclusivity Ambassadors. Et on est une petite dizaine. Et ce sont justement les collaborateurs Aptar qui ont participé à toutes les étapes ensuite de la collaboration avec le Tech Lab, à savoir des entretiens exploratoires à domicile ou dans les locaux de l'association. Ensuite, on a eu recours à des groupes de personnes en situation de handicap pour qu'elles nous racontent sur la base d'objets qu'on avait présélectionnés leurs difficultés ou pas. Et ensuite, les ateliers de co-création, les tests de... Donc ces Inclusivity Ambassadors, ils ont vraiment été impliqués dès le départ et à toutes les phases de ce nouveau projet. Et aujourd'hui, leur mission, justement, ça va être d'être garant à toutes les étapes de développement et commercialisation, toutes les étapes du produit, dans le cadre de leur fonction propre, de ramener toujours cette perspective en réunion pour être sûr que ce soit pris en compte. Oui, vous me disiez au moment de la préparation que de la même manière qu'on a aujourd'hui un passage à la grille de toute la contrainte sustainability que peut-être vous pouvez développer, vous êtes en train de mettre en place ce même passage à la grille de l'accessibilité ou en tout cas de l'inclusivité de vos produits et services. Tout à fait, c'est ce que je disais. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui dans l'univers du packaging en règle générale et du packaging beauté en particulier, c'est la fameuse phrase inclusivity ou accessibility is the new sustainability. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, la sustainability, c'était quelque chose qui n'était pas si important. Bon, et puis aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Après, il y a des réglementations. Durable, on entend sustainability comme développement durable. Oui, tout à fait. Le recyclage, les packs éco-conçus, les recharges, toutes ces choses-là. Il faut dire aussi que la réglementation, les amendes, les encouragements ou les sanctions financières ont fait que les marques comme les packagers ont dû prendre la chose en considération. Là, l'objectif, c'est que la question du pack inclusif ou accessible, parce que j'ai vu que les deux termes existaient, accessible packaging, deviennent là aussi incontournables que ce que peut être la sustainability aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on met en place chez Aptar. Merci. Peut-être une dernière question avant de vous ouvrir le micro dans la salle. J'imagine qu'il peut y avoir des questions. Et là, je fais signe peut-être aux équipes de la FMD. Si des micros peuvent circuler, ce serait super. Donc, innover de manière inclusive, c'est possible dans la pratique. Vous le démontrez là par les exemples que vous nous donnez, via de la sensibilisation, via de la formation, de la mise en place de processus, de garde-fous, de passage à la grille. Est-ce que vous avez, vous, un conseil à donner justement à peut-être, je sais qu'on a des chefs de produits, des concepteurs, des développeurs qui sont... alors, peut-être pas en nombre dans la salle ou connectés. On a principalement des responsables RSE, diversité et inclusion, parce que ce sont les acteurs qui font partie de notre réseau. Peut-être donnez-nous un exemple de synergie, de collaboration qui fait qu'aujourd'hui vous êtes alignés et que c'est un sujet qui peut effectivement être pris de manière transversale dans l'organisation. Peut-être aussi cette passerelle entre ces différents j'ai envie de dire mondes, parce que vous l'avez dit, ça sortait du prisme RH, on s'intéresse là à d'autres processus de l'organisation. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil sur ces exemples de synergie? Marie en première. Moi, je pense que pour embarquer un maximum de monde et que le projet grandisse, on l'a dit tout à l'heure, il y a une question humaniste dans l'innovation inclusive, mais vous l'avez mentionné aussi, il y a une question business. Donc si on arrive avec une vision un peu naïve et pleine de bonnes intentions, mais sans apporter d'éléments chiffrés, évidemment, on n'est pas pris au sérieux. Moi, j'ai la chance dans mon industrie, encore une fois, d'avoir vu pas mal d'études sortir récemment sur le fait que le pack inclusif était un élément de succès pour les marques. Donc, ça a apporté mon discours et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence. C'était parce qu'on doit, malgré tout, au bout du compte, vendre des produits. Donc, vraiment, faire matcher cette envie de porter des valeurs sociétales importantes, tout en répondant aussi à des obligations de bénéfices.
Oui, donc là, j'imagine que tous ces éléments chiffrés, ce sont autant d'arguments pour aller convaincre et montrer de la pertinence d'agir de cette manière-là, en plus du sens que cela apporte. Merci Marie. Bruno, pour Orange, un conseil justement de ce qui fonctionne? Ouais, ce qu'on a fait là, nous, ces derniers mois, donc c'est plutôt au sein d'Orange France, on ne l'a pas reproduit sur les autres pays du groupe, mais c'est de monter un comité accessibilité qui travaille sur les synergies. Parce qu'en fait, au sein, en tout cas d'Orange, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur l'accessibilité. Donc il y a l'accessibilité client, effectivement, il y a l'accessibilité salarié, et puis il y a tout ce qui est aussi achat, notamment les achats inclusifs. Et ces derniers mois, on s'était rendu compte finalement qu'on travaillait un peu chacun dans notre coin. Or, les problématiques sont un peu les mêmes. Et donc, on a monté ce comité accessibilité 360 sur ces 3 dimensions pour mettre en commun à la fois nos forces, nos actions et promouvoir effectivement une stratégie commune qui est portée ensuite au plus haut niveau des instances dirigeantes d'Orange France, quoi. Et je pense que c'est une bonne action. Et en plus, ça permet également de partager ensemble, par exemple, l'actualité réglementaire qui devient de plus en plus forte. Alors, certains diront contraignante, mais moi, j'y vois plutôt une grande opportunité. Et puis des actions communes, hein. Par exemple, on a un rendez-vous important, nous, chaque année. Alors, il y a 2 rendez-vous importants, nous, sur l'inclusion numérique, c'est diversité et inclusion, que Delphine pourra éventuellement développer tout à l'heure. Et on a aussi la semaine, on appelle ça, nous, la semaine de l'engagement. En fait, on s'inscrit dans la semaine européenne de l'emploi et du handicap, qu'on a traduit en semaine de l'engagement, donc c'est au mois de novembre, et on essaye effectivement de mettre des actions communes sur ces 3 dimensions, handicap client, handicap salarié et achat inclusif, qui représentent également une part importante de l'action d'Orange auprès des établissements spécialisés dans la prestation dédiée au handicap. Merci Bruno. Je trouve très intéressant effectivement d'avoir rassemblé toutes les parties prenantes dans ce même comité, avec probablement un enjeu d'animation fort. Donc, d'ailleurs, je signale à tous les adhérents de l'AFMD qu'on a un super webinaire sur l'animation de communauté que vous pouvez voir en replay, qui vous donnera peut-être les clés justement pour animer un collectif comme celui-là. Merci Bruno. Kim, un dernier conseil effectivement de votre expérience chez SEB? Je pense que par rapport à l'expérience que j'ai partagée, vous l'avez compris, c'est de ne surtout pas travailler seul. Parce qu'effectivement, sans forcément mettre des commissions en place, c'est un travail effectivement collectif avec des implications et des ramifications dans toute l'organisation. Parce qu'évidemment, un département ou une personne ne peut pas effectivement se positionner sur tous les sujets et tous les aspects. Et quand on parle d'inclusivité, c'est probablement holistique. Si on parle des différents exemples, que ce soit du digital, du packaging, du produit, donc il y a la communication, tous ces aspects donc sont vraiment présents. Et donc c'est un travail collectif. Donc c'est d'embarquer les équipes. Et puis, et bien sûr, c'est de garder le cap, parce que les grandes entreprises comme la mienne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont et qui viennent sans avoir effectivement forcément cette perspective en tête. Et donc, ils viennent un petit peu diluer le message. Donc, c'est continuer l'infuser partout dans l'organisation, qu'il y ait des relais dans les autres fonctions et pas seulement effectivement dans le département RSE, dans le département design, mais que ça soit infusé un peu partout. Mais je pense que vous êtes évidemment les porte-paroles et les ambassadeurs. Mais c'est clairement un travail collectif. Et oui, vous partagez là un constat, je pense que l'on a toutes et tous au sein des organisations qui représentent au moins la FMD, de réussir à faire que justement ces passerelles se créent et que ce ne soit pas non plus à l'initiative d'une seule et même personne, parce que nous on le voit, le risque c'est que ça meurt au moment où la personne est amenée à changer de poste ou à changer d'organisation. Et donc il y a un enjeu aussi à l'inscrire de manière durable dans l'organisation, en sachant que c'est un engagement qui va se faire sur le temps long et dont les premiers résultats vont être aussi visibles
sur le temps long. Je vous remercie pour ces premiers témoignages. J'aimerais tendre un micro à toutes les personnes qui sont ici présentes. Alors, je m'excuse d'avance pour les personnes qui nous suivent en ligne. Vos micros sont coupés, donc vous ne pouvez pas intervenir. Mais s'il y a des questions dans la salle que vous souhaitez donc poser, soit donc à Bruno pour Orange, Marie pour Aptar ou bien Kim pour Seb, c'est le moment de lever très très haut votre main et Tanguy va se charger de vous passer un micro. J'avais prévu une question de secours au cas où. On peut penser donc à aussi, alors je sors un peu du prisme qu'on a évoqué là, mais aussi à tous ces produits ou services qui peuvent continuer à véhiculer certains biais, qui peuvent continuer à favoriser une forme d'exclusion. Est-ce que vous avez, vous, des exemples d'outils, ou en tout cas, je vais vous en donner un. On l'a évoqué tout à l'heure aussi sur la question, par exemple, de la reconnaissance faciale et des algorithmes qui se cachent derrière certains produits. Quand on a des algorithmes qui vont faire que reproduire des biais, c'est bien la preuve qu'en interne, des personnes ont conçu ces produits ou ces solutions sans peut-être avoir justement le bagage nécessaire de compréhension et sans donc chasser ses propres biais. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là sur des produits que vous avez pu concevoir? Et dans ce cas-là, comment vous y avez remédié? Est-ce que c'était en sensibilisant? Est-ce que c'était en alertant? Un exemple de solution qui aurait été conçue pour exclure sans le savoir? Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que c'était des produits qui étaient conçus excluants sans le savoir. Mais c'est vrai que chez Aptar, par exemple, quand on évalue un produit, la force d'actuation, c'est-à-dire la force que l'on va mettre pour activer une pompe parfum ou une pompe cosmétique, est prise en compte. Mais elle est prise en compte avec des standards qui sont standards, qui ne sont pas adaptés, notamment à la population vieillissante et encore moins à des personnes qui auraient des problèmes de dextérité ou de motricité fine. Et c'est ça sur lequel on travaille aujourd'hui. Alors, je me rends compte que ma question est un peu piégeuse. J'en pose une autre. Si la solution à ce piège, c'est d'avoir au sein même de ces équipes des personnes représentantes justement de ce panel, et donc peut-être avoir plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap, plus de personnes racisées, plus de personnes d'une diversité d'âge, justement pour s'assurer que le produit qu'on est en train de concevoir ou le service qu'on va proposer soit accessible ou inclusif du plus grand nombre. Est-ce que c'est si simple que d'avoir au sein même de son équipe un échantillon comme ça représentatif de notre société? En fait, là, je vous pose la question du recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'avoir ces profils-là dans vos équipes? C'est encore une question piège. Alors, je vais... On s'appuie à la fois sur, effectivement, nos salariés en situation de handicap qui sont souvent sollicités pour tester l'ergonomie de nos box, par exemple. Enfin, nous, nos produits phares conçus maison, entre guillemets, c'est bien tout ce qui est box et décodeur. Le reste des produits, on est plutôt distributeur. Donc, par exemple, pour la box, effectivement, on a à la fois des salariés qui testent l'ergonomie de nos box, qui nous font remonter un certain nombre encore de remarques qui méritent toute l'attention de nos développeurs. Et puis autrement, on fait appel aussi à un centre test client qui a dans son panel de clients des personnes en situation de handicap. Et puis moi je m'occupe un peu des partenariats, et on a effectivement aussi des relations avec des associations de handicap qui nous font également remonter régulièrement leurs remarques sur la conception de nos produits, quoi. Ok, donc là aussi, vous arrivez donc à vous appuyer sur on n'est pas arrivé encore au bout, quoi. Enfin, oui. Et c'est pour ça que moi, je compte beaucoup sur... Je crois que Madame, tout à l'heure, a mentionné l'Accessibility Act, donc cette directive européenne qui va... Enfin, il faut vraiment qu'on prenne conscience de l'importance de cette directive désormais transcrite en droit français, mais dans l'ensemble des États européens, parce qu'elle va bouleverser le monde de la conception des produits et services dans les secteurs qui sont concernés par la loi, hein, dont le secteur télécom. Et c'est un bouleversement, quoi. Le principe de la loi nouvelle, c'est de dire que à partir de telle date, donc en l'occurrence c'est juin 2025, tout produit ou service devra être
installés, utilisés de façon autonome le plus possible. Et donc ça répond vraiment à la conception universelle. Hein. Finalement, la conception universelle, c'est quoi? C'est pouvoir installer sa box, pouvoir l'utiliser, pouvoir détecter un défaut de façon la plus autonome possible, quoi. Et donc ça va être vraiment un gros bouleversement dans la conception des produits et services. Nous, je prends l'exemple de la box d'Orange. On travaille sur déjà des futures générations de box. Et c'est vrai qu'une box aujourd'hui qui se base sur l'utilisation de petites diodes lumineuses pour savoir si elle fonctionne bien ou si elle a un défaut, aujourd'hui c'est plus tenable face à cette loi, puisque une personne malvoyante ne peut pas distinguer ces différentes couleurs, par exemple. Donc il va falloir trouver des solutions de contournement, notamment la vocalisation. Pareil, on a tous été confrontés à la saisie du code alphanumérique qui est vraiment un casse-tête, quoi. Enfin, et donc ça, il va falloir finir avec ce type de fonctionnalité qui n'est pas du tout conforme maintenant aux standards de la nouvelle loi, quoi. Je prends l'exemple de la box, mais chaque opérateur économique peut trouver effectivement dans sa gamme de produits un produit qui ne correspond pas aux obligations de la nouvelle loi, quoi. Qui peut en tout cas être amélioré. Merci Bruno. Tu disais, je crois qu'il y a plusieurs mains levées. Oui, il y a plusieurs mains levées. Donc j'ai une question ici, ensuite il y a Estelle et il y a une main là-bas que j'ai vue. Merci. Bonjour. François Martinez, Innovation AGFIP. Merci déjà pour vos présentations. Alors, je profite de ce panel d'experts et d'experts d'usage pour faire un petit micro-trottoir. Nous soutenons à l'AGFIP une étude de faisabilité sur l'intérêt d'une formation qui serait une formation d'assistant designer inclusif qui serait proposé en premier lieu, mais sans exclusivité, aux personnes en situation de handicap qui, à partir de leur vécu du handicap et donc de leur savoir expérientiel, leur expertise d'usage, pourraient développer des compétences particulières utiles aux équipes de conception. Est-ce que pour vous, c'est une bonne voie ou c'est au contraire se fourvoyer que d'imaginer une telle formation, un tel développement de compétences, parce que peut-être, j'ai entendu parler de salariés experts, peut-être que les salariés experts, mais peut-être que parmi les salariés experts, des montées en compétences de ce type-là pourraient être utiles pour les équipes de conception. Merci. Merci monsieur pour votre question. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile? Effectivement, je ne sais pas si vous êtes en charge du recrutement de vos équipes, si vous influencez un petit peu le recrutement. Est-ce que des salariés ou des candidatures de personnes en situation de handicap, donc qualifiées ou expertes, parce qu'issues d'une formation telle que propose l'AGFIP, d'après vous, peut avoir un intérêt? Je pense qu'Orange va nous dire que oui, forcément, mais... Ouais, je connais pas chaque cas individuel de nos salariés en situation de handicap, mais je pense qu'effectivement, ça peut être une initiative pertinente. Ouais. Globalement, les quelques personnes que je connais en situation de handicap sont extrêmement engagées, quoi, sur ces questions-là, dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie privée. Donc je pense que ça peut être une bonne initiative. Ouais. Marie, Kim, vous souhaitez répondre ou je laisse le micro dans la salle, comme vous souhaitez? Alors moi, j'ai aucun impact sur la politique RH de l'entreprise, mais évidemment que ça me semble être une excellente idée. Encore une fois, je suis dans une entreprise qui, dans ses valeurs, dans son ADN, met la diversité vraiment au centre. Et compte tenu de tout ce qu'on a dit, évidemment qu'avoir un designer expert en situation de handicap dans une équipe serait un plus, ouais, évidemment. En tout cas, il n'y aurait pas d'excuse à ne pas le recruter ou la recruter. Alors j'ai une question devant d'une inconnue qui s'appelle Estelle. Oui, en fait, j'avais un peu la même question, parce que c'est un travail qu'on mène conjointement avec l'AGFIP, mais c'est pas grave, j'en ai une autre. Ce qui nous est remonté dans notre livre blanc, l'étude de l'Observatoire de l'innovation inclusive, c'est que quand on initie ce type de démarche au sein des entreprises, il y a parfois des craintes, en fait, à parler du handicap, à parler de l'exclusion, parce que crainte de ne pas savoir en parler correctement. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous avez ressenti dans les différentes équipes et comment vous avez fait face. Merci Estelle, question très pertinente. Kim, vous souhaitez répondre? Alors,
Quand on a démarré l'initiative en interne sur le design inclusif, on a démarré par une appropriation en fait du sujet. Et donc c'était de mettre l'équipe en situation de handicap avec des simulateurs. Donc ça a un petit peu démystifié certaines choses, permis aussi d'appréhender le sujet d'une manière peut-être un petit peu ludique, mais en tous les cas expérientielle, et qui a, je pense, a provoqué cette appropriation un peu plus consciente du sujet, puisque effectivement, les personnes dans l'équipe étaient confrontées à ce type de situation, puisque c'est un grand-parent, un parent qui n'arrive pas à faire fonctionner l'app, ou des enfants qui ne comprennent pas, etc., ou même soi-même, hein, la vue qui baisse, ça a été évoqué, c'est malheureusement un petit peu, ça va arriver à tout le monde. Donc c'est de le resimplifier peut-être et de le rendre, effectivement, on parlait de plus proche de chaque individu, puisque effectivement on le vit personnellement, ou on l'a vécu à travers d'autres personnes de manière assez flagrante, hein, quand on creuse un petit peu ce sujet-là. Et ça a permis effectivement d'enclencher par la suite après des choses plus sérieuses ou plus approfondies. Et donc ça a été une très très bonne méthode pour nous pour un petit peu enclencher les choses et les rendre plus proches des personnes. Merci Kim. Je crois que nous avons une dernière question. Bonjour à tous, Raphaël Maisonnier, je suis un des cofondateurs et CEO de Fasterclass. Donc on est un organisme de formation dans tout ce qui a trait aux soft skills, dont management, leadership, gestion du temps, feedback, etc. On se pose la question on est en train au début de conception de formation sur la diversité et l'inclusion. Nous, on veut faire des formations qui ont le plus grand impact possible et en prenant le moins de temps possible, parce qu'à chaque fois qu'on fait des formations, les salariés nous disent le premier réflexe, ça va être j'ai pas le temps, ça m'éloigne du business, c'est une contrainte, etc. Ce qu'on comprend. Donc il faut vraiment que ça ait un max d'impact et que ça prenne le moins de temps dans l'agenda, quoi. Pour la diversité et l'inclusion, comme vous l'avez dit, Bruno, voilà, il y a donc 12 millions de personnes en situation de handicap. Et en même temps, chaque handicap reste une niche. Donc j'aimerais comprendre, dans un souci d'impact et en même temps d'être donc pertinent, mais que ça ne vous coûte pas trop cher, etc., comment, quand vous formez les salariés, est-ce que vous faites des formations qui du coup sont génériques, et c'est ça qui marche, et donc c'est un truc global sur la diversité et l'inclusion, ou est-ce que vous faites des formations qui vont être par métier, parce que j'ai cru comprendre que vous formiez comme les gens du SAV, les commerciaux, et donc c'est des formations qui sont différentes selon le métier, et est-ce que ensuite elles sont différentes selon, si c'est par métier, est-ce que c'est aussi par handicap, et parce que qu'il peut y avoir, la formation peut être complètement différente, c'est pas du tout la même chose si on parle de personnes handicapées moteurs, de personnes ou si on parle même juste d'inclusion parce qu'il y a des personnes racisées ou pour des questions religieuses, etc., quoi. Donc en fait, voilà, il y a tellement de sujets, tellement de métiers possibles. Comment est-ce que vous vous organisez les formations là-dessus ? Ouais. Alors déjà, donc effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on est confronté au même problème. On a diminué la durée des formations. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en 2019, fin 2019, et on avait encore, par exemple, pour nos conseillers clients, on avait des formations en présentiel qui duraient 2 jours. Donc là, en 2 jours, vous aviez effectivement le temps de travailler sur chaque type de handicap. On jouait même à des jeux, c'était assez ludique, hein. Je me souviens qu'on avait assisté à une formation là, et on avait traversé le parc d'Orange Gardens en binôme, et un avait les yeux bandés et l'autre conduisait l'autre à travers les différents pièges au sein du jardin d'Orange Gardens, quoi. Voilà, donc on avait le temps et on travaillait vraiment. Alors là, on a considérablement raccourci, puisque maintenant, c'est plutôt en e-learning. E-learning, c'est 2 fois 2 heures.
Et donc, on est obligé quand même de survoler les différents handicaps. Donc ça, c'est pour les formations généralistes, pour les conseillers clients. Pour les formations métiers, par exemple, type développeur web, ergonome, là, on rentre vraiment dans le détail de chaque handicap. Et tout à l'heure, je parlais de la box. Effectivement, la box, elle doit pouvoir répondre en termes de fonctionnalité à tout handicap, quoi. Donc là, on rentre vraiment dans le détail des fonctionnalités. Et puis on essaye aussi, et l'état d'esprit aussi que l'on a de plus en plus, c'est quand même toujours pour démystifier le handicap. Alors, on progresse, hein, de toute façon, on voit un peu le succès des Jeux paralympiques, par exemple. On voit qu'on a cet événement à démystifier le handicap. Mais on travaille par exemple sur un escape game. Là aussi pour rendre, donc on l'a testé et on va le proposer progressivement à nos salariés pour effectivement apprendre en s'amusant à travers un escape game. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en tout cas on tend à la fois à réduire le temps de formation parce qu'il y a des contraintes effectivement de présence de nos salariés et on spécialise en fonction des métiers pour toute la partie développement, ergonomie, marketing, quoi. Alors, c'est intéressant votre question parce qu'effectivement, vous n'avez pas là des experts de la fonction RH qui pourraient pertinemment vous répondre, mais je pense que le combo gagnant, c'est justement de aussi multiplier des formats, des durées qui s'adresseront peut-être à plus de public que si jamais on n'en impose qu'un seul. J'aimerais juste peut-être, Kim ou Marie, vous qui êtes sur des postes qui, a priori, ne sont pas directement liés aux enjeux de diversité et d'inclusion, vis-à-vis de vos contraintes métiers, quelle serait selon vous la formation qui marche le mieux, en sachant que le point commun que vous avez cité, c'est l'expérientiel. La mise en situation, c'est ce qui a peut-être fait se débloquer certains verrous dans vos équipes. Oui, Kim l'a mentionné, je l'avais mentionné également. Tout ce qui est atelier de mise en pratique. Et nous, dans le cadre justement du déploiement de la sensibilisation, vous parliez escape game, pardon, j'ai recensé quelques prestataires. Donc j'ai vu un escape game, j'ai vu... Voilà, très bien, j'en prends note. Une compagnie théâtrale aussi qui met les gens en situation de malvoyance et donc on écoute. Je pense que c'est vraiment la clé, c'est de mettre les personnes en situation de. C'est ce qui marque le plus, c'est ce qui embarque le plus les gens. Alors moi j'ai une petite anecdote qui est peut-être dans le contexte de notre groupe, donc on ne fait pas des produits spécialisés ou spécifiques. Néanmoins, on a lancé une gamme de produits qui s'appelle Includéo et qui est une gamme de produits pour petit déjeuner. Et quand on l'a présenté au COMEX, avec le sujet design inclusif, quand on démarrait, donc on expliquait les principes et puis on a montré des maquettes de cette première gamme de produits donc, qui articulaient et qui incarnaient un petit peu tous ces principes et la mise en application. Et il y a une remarque qui est vraiment qui est restée vraiment gravée dans ma tête, c'est que notre DG Finance, tout d'un coup, a dit mais en fait ces produits sont utilisables par tous. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, exactement, c'était mission accomplie. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que surtout d'une perspective design, en fait, quand les produits fonctionnent. Les retours en fait sont assez limités. Il n'y a pas de personnes qui viennent dire oh, c'est super, j'ai pu me verser et faire bouillir mon eau, c'est génial. Mais par contre, quand ça ne fonctionne pas, c'est j'arrivais pas à voir combien, ça a débordé, ça a versé à côté. Évidemment, ces sujets-là, c'est trop lourd, on récupère ces informations. Mais cette remarque, pour moi, a été vraiment marquante, c'est qu'effectivement, si l'expérience derrière est fluide et fonctionne, c'est aussi apprendre en faisant. Et ça, je pense, ça fait partie évidemment des apprentissages en même temps, sur le tas. Et puis à terme, de toute façon, moi, je dis toujours que une fois que tout le monde effectivement sera sensibilisé et formé, on n'aura plus besoin de direction accessibilité dans les entreprises, quoi. C'est-à-dire que naturellement. Comment ? La FMD n'existera plus. On a une dernière question, je crois. Oui, on est bien au niveau timing. On va juste prendre la dernière. Et
quick question, Maya, Ok. pour réponse rapide également chez nos intervenants. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais bon, je pose quand même ma question. C'est un peu lié à la question de Marie, une des premières questions de Marie. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé finalement de handicap, de différents types de handicap, et aussi d'un autre type de critère qui est l'âge, mais plutôt l'âge en lien avec la perte d'autonomie. Si on devait réfléchir à des produits, des biens, des services qui toucheraient d'autres types de populations, ou d'autres, et donc pour nous d'autres critères de discrimination comme l'origine, les personnes obèses, donc si on prend le critère de l'apparence physique, ou d'autres types de critères, je ne sais pas, le sexe, le genre. Est-ce que c'est des réflexions en fait qui sont déjà en cours chez vous? Est-ce que c'est pas du tout des réflexions? Et si c'est des réflexions, ça ressemblerait à quoi? Allez, Delphine, viens donc sur scène avec nous. Alors effectivement, ça fait partie aussi de toute notre politique diversité et inclusion, hein, et c'est ce qu'on évoquait. Plus on aura de diversité au sein de nos équipes, plus on sera en capacité de répondre aux attentes de nos clients et de nos utilisateurs. Et nous, alors, chez Orange, là où on est aussi particulièrement sensible, c'est notamment la féminisation des métiers de la tech et du numérique, notamment et globalement de la diversité des équipes qui travaillent sur justement l'IA, la data, etc., pour justement ne pas reproduire dans les algorithmes les biais de notre société. Et avoir des équipes représentatives aussi diverses dans ces équipes qui développent des algorithmes, pour nous, ça fait partie d'une de nos grandes priorités. Ouais. Donc peut-être concrètement, en gros, peut-être que le sujet ne risque pas d'être une priorité s'il n'y a pas quelqu'un en interne qui le signale. Et en même temps, ce que vous disiez, Marie, des influences, par exemple, de deux stars iconiques qui développent leur propre gamme, qui va être adaptée à des choses qu'elles ont vécues elles et qu'une communauté peut vivre, c'est là des signaux qu'il faut savoir interpréter pour se dire que oui, il y a un marché à prendre, mais pour les bonnes raisons, c'est qu'aujourd'hui, les solutions qu'on propose ne sont pas forcément accessibles à toutes, à tous. J'ajouterais même la question de l'accessibilité ou en fonction de la situation économique. Encore une fois, avoir des gammes de produits qui puissent s'adresser à toutes les bourses, ça fait partie des notions d'inclusion. Mais là, tout à l'heure, ce qui était évoqué, qui est intéressant, c'est aussi ne pas stigmatiser. Et donc ça aussi, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que nous, on avait sorti aussi une gamme de produits pour les foyers modestes. Et en fait, c'est difficile aussi d'avoir une politique qui réponde au plus grand nombre. Donc tout ça, ça fait vraiment partie de nos enjeux. Mais ce que j'ai trouvé hyper enthousiasmant dans cette table ronde, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas seulement l'apanage de la fonction RH, des correspondants, mais que tout le monde doit être embarqué, y compris les achats. C'est aussi beaucoup ce à quoi on travaille, parce que c'est toute la chaîne de valeur aussi qui doit être impliquée là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des leviers, notamment réglementaires, notamment la CSRD, qui va nous aider aussi à aller plus loin sur ces enjeux d'inclusion et de diversité. Et donc, j'en suis ravie. En tout cas, un grand merci à vous. Alors, je ne sais pas si c'était la fin, mais... Tu as fait une superbe conclusion. Donc, je vous propose d'applaudir effectivement nos trois intervenants. Merci beaucoup. Pour les personnes qui ont malheureusement pas pu venir avec nous retrouver ce matin, la matinée va s'achever de cette manière. Je vais vous inviter bien sûr à retrouver notre ouvrage en ligne. Vous pouvez scanner votre écran et donc ce QR code. Sinon, retrouvez-nous sur plusieurs événements de l'AFMD où vous aurez l'occasion de le retrouver cette fois-ci en format papier. Ces événements, ils s'affichent sur votre écran et sur les slides derniers mois. Donc, on vous retrouvera dans un mois pour la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, semaine dédiée spécifiquement aux enjeux de RSE, de diversité et d'inclusion. On abordera effectivement la question de la CSRD, on abordera aussi de la transversalité de ces enjeux dans les différents processus et on vient d'en avoir une superbe démonstration ce matin. J'attire votre attention aussi toujours sur ce 14 octobre, on sortira un prochain ouvrage parce que vous voyez, on ne chôme pas à l'AFMD. On viendra là, en l'occurrence, décortiquer un terme qui est celui de l'impact et de se poser la question si les politiques diversité et inclusion ont un réel impact. On viendra également parler racisme. Ça fait partie des critères un peu oubliés justement de nos différentes politiques. Cette fois-ci, ce sera notamment avec la DILCRA et ce sera depuis Marseille. Donc si jamais certaines d'entre vous sont sur la région PACA, on sera ravis de vous accueillir le 16 octobre. Et enfin, dernière date de cette fin d'année,
une journée d'études internationale qui portera sur la gestion des conflits et des controverses au regard de la diversité et l'inclusion au prisme de la psychologie sociale. C'est en partenariat là avec la DRIPS et la DILCRA. Pour celles et ceux donc à distance, je vous remercie d'avoir été à nos côtés. Je vous souhaite un très bon week-end. Pour les